plupart par des maisons d'édition spécialisées, donc qui ne ressortent pas des quelques grands. Alors à partir de là, évidemment, ça ne peut pas être de la littérature. Alors, si on commence par la définition du terme, qui est peut-être pas forcément familier à tout le monde, un bitlit, c'est un terme anglais qui a été créé en France, il n'existe pas en anglais. Depuis les années 70, existait aux États-Unis une littérature qu'on appelait la chick lit. C'est la littérature dite de romance, hein, pour romans d'amour, etc. Et la chick lit, c'est une jeune femme, une jeune fille en argot américain. Et suite à un voyage aux États-Unis, il y a une employée de la maison d'édition Brajlon qui est spécialisée dans la fantasy, la SF, l'horreur. Donc elle avait découvert ce nouveau genre, donc la littérature vampirique pour femmes, et elle a créé de toutes pièces le terme bitlit, donc de to bite, mordre, et de littérature. Le mot a eu un succès mérité, il est passé maintenant dans le langage courant. Donc, comme je vous l'ai dit avant, nous parlons là d'une littérature de vampires, de romans d'amour avec des héroïnes, et c'est un genre qui a renouvelé complètement la littérature vampirique. Et je dois dire que moi, ce qui m'a beaucoup séduit dans cette littérature au début, c'est la créativité et l'inventivité des auteurs, qui sont toutes des femmes, et qui est sans doute l'une des clés de ce succès qui a modifié de façon, je pense, durable maintenant, l'image traditionnelle du vampire, et aussi, il faut bien le dire, parce que du loup-garou, puisque la bitlit fait appel des fois à d'autres créatures surnaturelles. Maintenant, si on revient un petit peu en arrière pour faire un petit peu d'histoire, le vampire, c'est une figure qui est apparue au grand jour, si j'ose dire, dans le courant du XVIIIe siècle. Hein. C'est là où il est devenu une figure populaire. Le vampire a commencé par être une créature considérée, entre guillemets, comme réelle, parce qu'il y a eu une grande épidémie de vampirisme dans l'Empire austro-hongrois dans les années 1750. Tous les journaux, les gazettes, comme on disait à l'époque, s'en sont emparés, d'autant plus que l'armée autrichienne a fait des enquêtes militaires. Il y a eu en France un traité de Don Calmette qui s'appelait le traité des apparitions de 1746, qui a apporté un retentissement considérable à ces histoires de vampires. Donc on parle d'une créature réelle et, je dis bien entre guillemets, hein, quand même. Mais le vampire fera son entrée, et une entrée fracassante, dans la littérature d'imagination en 1819 avec Lord Ruthven, qui est le personnage du roman Le Vampire de Polidori que vous voyez ici. Le vampire donc va plaire. Image suivante, s'il te plaît, Cyril. Il deviendra un personnage très populaire avec la publication en feuilleton de Barney le Vampire de Reimer en 1846. Paul Féval, que je pense un certain nombre d'entre vous connaissent, entre autres pour Le Bossu, écrira des romans de vampires, lui aussi, dont La Cité des Vampires. Et le premier vampire féminin, Carmilla de Sheridan Le Fanu, fera son apparition en 1872. Puis arrive 1897, c'est Dracula de Bram Stoker qui fixera d'une manière indélébile l'image de l'archétype du vampire et qui codifiera, sans le vouloir, l'image, la littérature vampirique. Image suivante. Merci. Alors, je n'ai pas résisté. C'est comme ça que j'ai découvert Dracula, l'édition Marabout, comme je crois un certain nombre de gens. Inutile de dire que Dracula a connu en français d'innombrables éditions, l'une des dernières en date d'ailleurs étant chez J'ai lu, avec une couverture totalement bitlit, assez amusante. Donc avec Dracula, nous avons traditionnellement un personnage qui est sombre, assoiffé de sang, de haute noblesse, mais d'aspect assez peu reluisant. Et image suivante, s'il te plaît. Son image au cinéma est assez fidèle dans le film Nosferatu de 1922, c'est un film de Murnau.
où vous voyez ici le comte Orlok, puisque pour des raisons de droit, Murnau n'a pas pu utiliser le nom de Dracula, mais en fait, Orlok, c'est Dracula. Puis ensuite, ce sera avec le Dracula de Todd Browning, 1931, que Bela Lugosi fixera à jamais le stéréotype du vampire. Image suivante, le beau personnage au charme ténébreux, fan race, élégant, manière irréprochable, magnifique. Image qui sera ensuite, bien entendu, renforcée par l'autre grand Dracula de l'imaginaire cinématographique, le personnage qui a été incarné par Christopher Lee, dans tous les films magnifiques de la Hammer, où il luttera toujours contre son ennemi éternel, qui est le professeur Van Helsing, incarné par Peter Cushing. L'image suivante. Voilà, grand Dracula de Christopher Lee. Voilà. La littérature vampirique, elle avait repris tout ce qui était devenu des poncifs depuis Dracula, et recyclé donc toujours plus ou moins la même histoire, sans, il faut bien l'avouer, beaucoup d'ingéniosité et de créativité. Puis, il va y avoir un coup de tonnerre en 1976, avec un roman qui va relancer l'intérêt pour les vampires, et en séduisant un lectorat immense, qui sera pour beaucoup féminin déjà. Et je veux bien sûr parler, image suivante, d'Entretien avec un vampire d'Anne Rice. Voilà, magnifique, le personnage tourmenté de Louis, vampire français qui habite la Nouvelle-Orléans, marquera de manière indélébile toutes les mémoires. Image suivante, et aidé bien entendu par son incarnation à l'écran, Tom Cruise. Anne Rice, vous savez sans doute, poursuivra toute la saga avec un certain nombre de romans à succès qui, dans les années 1990, amèneront au tournant irréversible qui sera celui d'Habit Lit. Et là, j'estime qu'on peut dater l'apparition de ce sous-genre de la littérature vampirique avec 4 séries majeures qui vont lui donner ses lettres de notoriété, pour ne pas dire de noblesse, puisque souvent les vampires sont nobles. Donc la plus ancienne de ces séries, 1993, image suivante, c'est la série des aventures d'Anita Blake, par Laurel K. Hamilton, donc, où on trouve une exécutiste vampire aux amours tourmentés. Il y a aussi une sexualité qui va devenir de plus en plus explicite au fur et à mesure que les romans vont se développer. Ça va être Anita Blake, ça va être un très très grand succès de librairie qui se continue. Je crois qu'il y a déjà en français plus d'une vingtaine de romans. Image suivante, il y a aussi une BD qui commence à sortir. Voilà. Autre série qui c'est sans doute la plus connue, c'est bien entendu, image suivante, Buffy, la tueuse de vampires. Ça commence d'abord avec un film, puis ensuite, image suivante, s'il te plaît, la série télé dont je crois tout le monde a vu au moins 1 ou 2 épisodes. Puis ensuite, image suivante, des romans qui sont adaptés ou dérivés à partir de 1997 de la série. Et puis, bien entendu, image suivante, aussi une BD. Alors, tout le monde connaît l'histoire de Buffy, qui est d'abord lycéenne, puis étudiante. Buffy donc est entourée de toute une équipe de copains. Il y a aussi son mentor, Giles, et elle passe son temps à combattre des vampires, des démons et tout un tas d'autres créatures surnaturelles dans cette ville absolument idyllique et représentative de la banlieue américaine qui est Sunnyvale, mais qui pourtant n'est pas la petite ville tranquille à laquelle on pourrait s'attendre, puisqu'on va découvrir que c'est en fait la bouche de l'enfer. Et donc, ça permettra aussi, au cours de ces aventures, à Buffy, d'une part, de découvrir la sexualité, en même temps que tous ses copains. Et puis, naturellement, elle va vivre des amours difficiles. Elle tombe amoureuse d'Angel, bien entendu, qui donnera d'ailleurs une série dérivée, image suivante. Voilà. Donc là, on trouve dans Buffy tous les ingrédients de ce que j'appellerais la beat-lit classique. Et tout ça développé, il y a plus d'une centaine de romans qui ont été écrits aux États-Unis, dont je crois à peu près la moitié a dû être traduite en français. Autre série fondatrice, image suivante, c'est bien entendu la superbe série de Charles Harris, La Communauté du Sud. Ça commence en 2001, donc image suivante.
Voilà. Et là, ce sont, vous le connaissez sans doute, les aventures sentimentales de Sookie Stackhouse, hein, qui est une serveuse télépathe aux Merlottes, dans cette bourgade du sud très très profond qui est Bontemps, en Louisiane. Et donc ces aventures-là vont séduire un immense public. Et là, nous sommes dans un univers dans lequel les vampires, grâce à l'invention du sang artificiel qu'on appelle le True Blood, ont pu révéler publiquement leur existence. Et là, ça va permettre comme ça à l'auteur, en même temps, de réfléchir sur les conséquences sociales de l'existence des vampires, ainsi que sur celles de toutes les créatures surnaturelles possibles et imaginables. On trouve des loups-garous, des métamorphes, des divinités anciennes, des démons divers, etc. Aussi sur les conséquences religieuses. Il ne faut pas oublier qu'on est aux États-Unis, donc c'est important. Donc les conséquences religieuses de ce genre d'existence révélée. Et puis, bien entendu, ça permet à l'auteur aussi de s'étendre sur les amours extrêmement compliqués de Sookie et sur les conquêtes de son frère. Image suivante, bien entendu, la série télévisée True Blood va renforcer ce succès. Et puis, image suivante, il y a aussi bien sûr une BD maintenant dessus. Enfin, autre série qui est emblématique de la Beat-Lit actuelle, c'est bien sûr, image suivante, Twilight, de Stephenie Meyer. Plus de 3 millions de livres vendus. Ça, c'est vraiment ce qu'on peut appeler de la littérature populaire. Donc là aussi, les aventures de Bella, qui est une jeune lycéenne qui a été transplantée de l'Arizona ensoleillé dans l'État de Washington, bien pluvieux, à Fox, autre petite ville américaine provinciale bien typique. Ces aventures-là vont aussi séduire beaucoup de jeunes lectrices qui se reconnaissent en elles, puisqu'on a affaire à une jeune fille qui est, il faut bien le dire, pas très bien dans sa peau. Hein. C'est la fille d'un couple séparé. Elle doit s'intégrer dans un nouvel environnement, un nouveau lycée, etc. En plus de ça, elle doit choisir entre le bel Édouard et le séduisant Jacob. C'est un choix difficile, d'autant plus difficile que l'un est un vampire et l'autre un loup-garou. Alors, comment se décider, hein, c'est pas... En plus de ça, comme Stephenie Meyer, l'auteur est mormone, ce sont des romans qui restent, faut bien le dire, très chastes, hein, comparés aux séries que j'ai citées avant, Laurel K. Hamilton, il y a un moment où ça devient quasiment de la pornographie dans ces romans. Bon. Et je pense que ça a été là aussi l'une des clés du succès de Stephenie Meyer et de Twilight, c'est que là, les parents peuvent laisser leur fille lire sans crainte ces romans bien pensants, la morale est toujours sauve. Hein. Elle couche pas, elle embrasse à peine, il faut attendre 450 pages pour avoir droit au bisou très chaste, et puis le jour où elle couche, c'est parce qu'elle s'est mariée, elle tombe enceinte tout de suite, comme ça elle couche plus à nouveau. Donc du point de vue moral, c'est très très bien, hein, rien à dire là-dessus. Alors, image suivante, les films tirés des romans ont été aussi des succès planétaires. Voilà. Donc, à travers ces 4 séries fondamentales, pour moi, l'univers de la Beat-Lit est posé. Je vais vous proposer maintenant d'examiner un peu plus en détail, et je vais me servir pour ça d'exemples qui sont tirés de dizaines d'autres séries existantes, toutes les variations qui font la richesse de ces univers, qui sont tous basés sur un ressort qui est finalement très simple. Hein. C'est un ressort basique de la littérature populaire. Et c'est une jeune femme tombe amoureuse de l'homme qu'il ne faut pas, ou elle fait face à un choix impossible entre 2 hommes. Et toujours en de nombreux volumes, hein, de préférence au moins 5 ou 6 minimum. Voilà. Si on s'attaque d'abord, si j'ose dire, parce que c'est plutôt elle qui attaque en général, si on s'attaque à l'héroïne, dans la littérature vampirique classique, le héros est toujours un homme, grand séducteur de femmes bien entendu, et celui qui le chasse, quand le héros est un vampire, c'est lui aussi un homme. Dans la Beat-Lit, le principe de base est que nous avons toujours affaire à une héroïne. Alors, cette héroïne peut être totalement humaine, comme Bella dans Twilight, comme Helena, image suivante,
qui est dans la série à succès Journal d'un vampire de Lisa Jane Smith, qui va donner, image suivante, aussi une très belle série télévisée. Ou encore, comme Vicky, image suivante, dans la belle série Vicky Nelson de Tanya Huff. Donc là, on a affaire à une femme. Plus souvent, l'héroïne est aussi un vampire. C'est le cas, image suivante, de Liliana Marquette, qui est une comtesse snob, qui a ouvert une agence matrimoniale pour vampires et loups-garous dans une série tout à fait hilarante qui s'appelle Vampin Love de Kimberly Ray. Image suivante. De même, Kelly Cahill, dans le clan Cahill de Weka Forest, et vampire et agent du FBI. On a aussi, image suivante, les demi-sœurs Kelly Montour et Lily Todd, qui sont étudiantes à l'Académie Bathory de New York dans la série Vamp de Nancy Collins. Autre variation, c'est que l'héroïne est parfois seulement un demi-vampire, image suivante. C'est le cas de Riley Jensen dans la série du même titre, du même nom de Kerry Arthur. Et de manière originale, Riley Jensen est une métisse vampire et loup-garou, ce qui donne des possibilités assez intéressantes pour l'auteur. De même, image suivante, Rose dans la série Vampire Academy de Richelle Mead est une vampire, c'est-à-dire qu'elle est mi-humaine, mi-vampire. Et il en va de même, image suivante, pour Catherine Crowfield, la chasseuse de la nuit de Janine Frost. On a aussi Sabina Ken et sa sœur jumelle Maisie, image suivante, dans la série éponyme donc, de Jay Wells, qui elles sont des métisses de mages, c'est papa, et de vampires, c'est maman. Et toutes les deux sont des créatures surnaturelles issues de races ennemies qui n'auraient jamais dû se croiser, encore moins s'aimer et encore moins avoir des enfants. Mais malheureusement, dans ce cas-là, il n'y aurait pas eu de série. Fort heureusement pour nous, ils se sont rencontrés. L'héroïne peut être aussi un peu plus exotique. Image suivante. Elle peut être loup-garou animatrice de radio, comme Kitty Norville, qui est l'héroïne de Carrie Vaughan. Ou, image suivante, Anna dans la série Alpha et Omega de Patricia Briggs, là aussi une loup-garou. Image suivante. L'héroïne peut être une sorcière de guerre, comme Rebecca Keane, de la série de Cassandra O'Donnell. Elle peut être aussi un succube, image suivante. Un succube, on peut considérer ça comme une sorte de vampire psychique, quelque part. C'est le cas de Georgina Kincaid, dans la série extraordinaire de Richelle Mead qui s'appelle Succubus. Et là, Georgina vit entourée de vampires qui sont des assistants de son patron, qui est l'archidémon de Seattle. Bon, image suivante. Elle peut être aussi une exorciste, comme Morgan Kingsley, de la série de Jenna Black, ou enfin elle peut être, il y a des héroïnes alors là de toutes sortes, c'est le cas de la série Femmes de l'autre monde, Kelly Armstrong, où là vous avez à peu près toute la palette de ce que j'ai décrit avant, image suivante. Alors, maintenant, si on s'intéresse quand même, puisqu'on parle de littérature vampirique, intéressons-nous aux vampires. Ils représentent quand même la partie principale et l'intérêt principal de cette littérature. Alors, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, la Beat-Lit a fait éclater les codes du vampire, entre guillemets, traditionnel. Alors, sans entrer dans les détails, parce que là, il faudrait faire une conférence entière sur le sujet, je dirais simplement que le vampire vêtu de la cape noire doublée de rouge, qui est un buveur de sang humain, qui part en fumée au soleil et qui se met à montrer les crocs en gémissant face à un crucifix à une tête d'ail, ça, c'est terminé. Aujourd'hui, on trouve des vampires qui vivent dans leur siècle, ils sont en jean et en t-shirt, en blouson de cuir et en tag, éventuellement de temps en temps en costume 3 pièces d'homme d'affaires. Le plus souvent, ils sont penchés sur leurs ordinateurs. Ils sont, en plus de ça, comble de l'horreur, ils peuvent supporter le soleil pour un certain nombre d'entre eux sans être gravement brûlés ou tués. Ils peuvent être totalement indifférents aux signes religieux. Dans un certain nombre de séries, les vampires disent de toute façon, moi je suis athée, donc ça ne me touche pas, j'y crois pas. Ce qui est bien pratique. Et puis, ou alors, des fois aussi, ça peut les signes religieux ne fonctionnent que si le vampire avait été éduqué dans une certaine religion. Donc, si le vampire n'a pas été éduqué de manière catholique ou orthodoxe, les crucifix, ça ne fonctionne pas. À ma connaissance,
Ou alors, si on prend des signes sacrés bouddhistes, ça ne fonctionne pas sur le vampire catholique. Je ne crois pas qu'il y ait une série où il y ait des vampires musulmans, je m'en souviens pas en tout cas. Là, donc je ne sais pas. Et quant au régime alimentaire, alors là, des vampires, il est devenu très éclectique. Hein. Il y a des vampires qui peuvent se nourrir de sang animal ou de sang humain. Il y en a d'autres qui ont résolu le problème. Ils vont faire leur marché dans les banques du sang. Bon, c'est pas mal. Éventuellement du sang artificiel, hein, comme le True Blood. Il y en a qui peuvent absorber des liquides autres que le sang, de la bière et surtout du bon vin. Hein, le bon vin, c'est très apprécié par les vampires fins de race. Et les vampires épicuriens peuvent même déguster de vrais repas, soit pour le plaisir, soit comme substitut ou comme complément à leur régime à base d'hémoglobine. Le seul point qui ne change pas chez les vampires de la Biclite, c'est qu'en général, ils sont obligés de dormir le jour ou au moins de faire une grosse sieste. Pour le reste, ils vivent comme nous. Maintenant, si on regarde l'environnement dans lequel tout ce petit monde-là évolue. En général, ils sont sur notre Terre telle que nous la connaissons, hein, où vampires et autres créatures surnaturelles vivent toujours cachés et ils règlent leurs petites affaires entre eux. Parfois alors avec l'accord du gouvernement américain, comme Catherine Crowfield, dans Chasseuse de la nuit. Catherine Crowfield, elle dirige une équipe d'intervention mixte, hein, parce qu'il y a des créatures de toutes sortes en plus des humains, et c'est un service plus que discret du gouvernement. Il faut noter aussi que les vampires ont certaines préférences géographiques. Hein. Depuis Anne Rice, le vieux sud, le sud profond des États-Unis, c'est le lieu de villégiature préféré des vampires. Sans doute parce que aussi, aux yeux de l'Américain moyen, c'est là où coexistaient, et coexistent toujours en fait, oui d'ailleurs, art et douceur de vivre, sophistication et magie vaudou. Hein, la Nouvelle-Orléans, qui est un lieu de perdition et de débauche, comme chacun le sait, les horreurs qui se déroulent lors du Mardi Gras tous les ans, oh là là, mon Dieu. Et donc, c'est un lieu de perdition et de débauche. Donc, la Nouvelle-Orléans, ça c'est le Havre